Depuis le Moyen-Âge, les Diepois ont un rapport fusionnel avec la mer. Volontaires, ils ont sillonné les océans du globe pour s'inscrire parmi les plus grands cartographes et découvreurs de leur temps. Pêcheurs depuis toujours, puis corsaires sous François Ier, les Diepois ont développé, par leurs efforts incessants, un port de commerce florissant et incontournable pour la France. De port charbonnier, Dieppe est devenu un port fruitier qui a connu une histoire tout à fait exceptionnelle pendant une grande partie du XXe siècle. Ça a été construit avant la guerre 39-40. Parce que je venais ici le dimanche avec mon père, j'avais 9 ans. Et puis après, tout s'est développé. Souvent, il y avait l'odeur des bananes un peu avancées qui sortaient du navire qui était accosté. J'admirais tout le travail effectué par mon père qui faisait que chaque jour, il nous racontait les difficultés qu'il a eues, puis les satisfactions. C'était déjà quelque chose qui allait traduire le futur de la société. Indirectement, j'ai fait le tour du monde. Parce que j'ai travaillé sur des bateaux français, forcément, français, anglais, allemands, égyptiens, grecs, norvégiens, suédois, japonais, et j'en passe autant. Ah ouais, je me rappelle, les bateaux marocains, beaucoup, marocains, tunisiens, c'était parce que la ligne. Ah ouais, j'ai fait, en restant à Dieppe, sur les bateaux, j'ai fait le tour du monde. Dieppe est un port qui s'inscrit depuis le Moyen-Âge dans le grand commerce international depuis la Baltique jusqu'à la Méditerranée et qui surtout se développe à partir du XVIe siècle. Au XVIe siècle, à la fin du XVe, on est sur les grandes découvertes, Christophe Colomb en 1492, et Dieppe se situe sur un circuit commercial très important qui va permettre à la France d'envoyer sur les océans du monde entier ses marins. Jean Angot, grand armateur de Diepois, va envoyer de grands marins traverser l'Atlantique, mais aussi contourner l'Afrique, les Parmentiers, qui vont aller jusqu'à Sumatra. L'armateur diepois, Jean Angot, compte une flotte de plus de 30 bateaux qui naviguent sur les océans du globe. D'intrépides capitaines, comme les frères Verrazzano, florentins d'origine, découvrent la baie du futur New York et les côtes canadiennes. Quelques années plus tard, les frères Jean et Raoul Parmentier seront les premiers Français à doubler le cap de Bonne-Espérance et donneront leur vie en arrivant à Sumatra pour quelques tonneaux de poivre. Dès le XVIe siècle, un commerce régulier va s'instaurer entre le port de Dieppe et les côtes occidentales de l'Afrique. Commerce qui va s'implanter et qui va permettre de ramener d'une manière très régulière des défenses d'ivoire en nombre suffisant. Et cet ivoire va arriver tellement en masse que des artisans qui précédemment sculptaient des matières plus anodines comme l'os, le bois ou l'albâtre vont se mettre à sculpter l'ivoire. Depuis, l'art des ivoiriers diepois est renommé dans le monde entier. À côté de l'ivoire, d'autres marchandises arrivent au port de Dieppe, du bois, des épices, des fruits. Alors tout ce commerce diepois s'articule géographiquement parlant sur des points stratégiques qui peuvent être tout à fait importants. Il y a les îles Canaries par exemple. Les îles Canaries vont connaître un épisode historique lié à une autre personnalité de la grande marine diepoise, c'est celui de Jean de Béthencourt. Jean de Béthencourt est un homme de la région, du pays de Caux, et qui va en 1402 devenir roi des Canaries. Jean de Béthencourt, dans cet archipel des Canaries, va y trouver des bananes, et c'est les premières bananes qu'il va ramener sur le pays de Caux d'une manière générale, en revenant sur Dieppe, et instaurer comme ça cette régularité, cette idée de commercer du fruit avec des terres éloignées, notamment avec les Canaries. Au début du XXe siècle, outre les bananes des Canaries, les activités du port de Dieppe reposent sur le charbon, la pêche et le trafic transmanche. Dans les années 1920, la société Léon Vincent, qui deviendra capitale pour l'essor du port de Dieppe, s'y installe.
Léon Vincent, qui est une entreprise qui était née à Calais, créée par le député-maire de Calais, Léon Vincent, s'est installé à Dieppe dans les années 30. C'est M. Lucien Baudel qui était de cette société, qui a travaillé à Fécamp, et c'est lui qui a été à l'origine de l'activité fruitière du port. Mon grand-père, Lucien Baudel, est arrivé à Dieppe le 1er janvier 1926. Sa carrière avait en fait commencé à Calais. Mon grand-père est né en 1890. Il a commencé à travailler à 16 ans dans l'entreprise Vendroux. En 1911, Lucien Baudel fait son service militaire, puis participe à la guerre de 14 où il est blessé. Et c'est à partir de cette époque qu'il est embauché par la société Léon Vincent, dans laquelle il prend d'abord un poste de responsabilité à Fécamp. Après Fécamp, il va au Tréport et finalement, il arrive à Dieppe le 1er janvier 1926. En ce qui concerne le trafic fruitier, dans les années 1926-1930, l'origine fruitière est quasiment exclusivement des bananes en provenance des Canaries. Antonio Calderine, originaire des îles Canaries et exportateur de bananes, est à la recherche de nouveaux marchés. Il quitte les îles pour s'installer à Dieppe. Papa a pris la décision, en 1933, de débarquer à Dieppe, comme ça. Et il a monté la première mûrisserie de bananes de Dieppe, qui était à l'époque rue du Haut-Pas, dans des caves voûtées. Et papa me racontait qu'à cette époque-là, c'était monsieur Lucien Baudel qui était là. Et je l'ai connu personnellement, c'était un grand monsieur qui avait un caractère très fort. Vraiment, il a laissé son empreinte sur le port de Dieppe. C'était un petit homme bourré d'énergie et de vivacité d'esprit. Pas toujours facile, autoritaire même, mais qui comprenait très vite ce qu'on lui expliquait. Et c'était quelqu'un de très rigoureux et qui a eu un rôle énorme pour Dieppe. Dans les années 30, la main-d'œuvre dieppoise s'adapte au marché de la banane et découvre de nouveaux métiers. J'avais 18 ans, et c'était en 33. Mais j'avais déjà travaillé avant. J'étais coureur de métier. Mais le travail manquait à Dieppe un peu, et je suis arrivé sur le port. C'est là que j'ai connu M. Baudel. Si bien qu'un jour, il y a un bateau qui est arrivé avec de la banane pourrie. Alors les ouvriers me disent, Marcel, on aurait bien le droit quand même à une petite prime. J'ai écouté, je vais voir M. Baudel. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, M. Abraham? Encore? Oh, j'ai un petit service à vous demander. Il attrape son chapeau, il le jette par terre, il saute dessus le chapeau, et puis il me dit, tenez, là les clés, là le coffre-fort, servez-vous. Oh je dis non, ça va pas jusque-là. Ah, il me dit, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, il a besoin d'une prime de salissure. Bon, allez, on leur donne la prime de salissure. Dites-le au caissier. Et puis le jour de la paye, les gars touchent pas la prime de salissure. Mais j'avais promis, moi j'avais dit au gars, oui, vous l'aurez. Je revois voir M. Baudel. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je dis, voilà, la prime que vous m'avez promis n'a pas été versée. Quoi? Oh, là, quoi que j'avais mis le fouet au bureau. Venez avec moi. Vous avez intérêt, quand M. Abraham vous dira de mettre une prime à certaines gens, de le faire. Vous avez bien compris? On n'a pas de papier. Vous n'avez pas besoin de papier, tout un peu que je vous le dis. Ah oui, pour ça, moi je le dis toujours, c'est un super patron. Et ils ont touché leur prime aussitôt. Moi, quand je suis arrivé sur le quai, c'était Lucien Baudel, c'était lui le grand patron, c'était lui qui commandait, quoi. Il était toujours dans le magasin, c'était le gars, c'était son travail, c'était son boulot. Bon, il n'était pas toujours facile à... Mais enfin, les dockers, ils l'appelaient Lulu, Ça, il avait son surnom, puis tous les dockers aimaient bien M. Baudel, Le docker qui a eu besoin de quelque chose, il frappait la porte à M. Baudel, il l'avait, ça, et il n'a jamais laissé de personne tomber. Mais ce qu'il y a, il fallait que ça travaille. Bon, moi, sur les quais, c'était comme ça, les dockers, ils n'étaient pas toujours contents, ça n'allait pas. Il fallait finir les bateaux, puis c'était pas tout à fait décidé.
Alors les délégués allaient voir M. Bedel dans son bureau. Alors ils étaient à plusieurs, quoi. Et puis moi, j'étais à côté d'une cabine téléphonique, c'était comme ça que ça marchait, quoi. Et puis ils les amusaient. Alors forcément, vous allez m'arracher au cœur, vous voulez la clé du coffre, il mettait son chapeau, il sautait dessus par terre, il les amusait, il téléphonait de temps en temps, il sortait du bureau, il dit « Oh, je vais voir mes secrétaires ». Il me téléphonait, il me dit « Encore combien de temps pour que le bateau finisse ?» Il faudra tenir au moins un quart d'heure. Et ils les amusaient pendant un quart d'heure, et puis après ils disaient « Bon, on discutera de ça le matin ». Mais enfin, ils savaient très bien qu'il fallait que le lendemain ils rediscutent parce qu'ils nous auraient vu autrement. C'était comme ça, M. Bedel. Mon grand-père, je crois, était très respecté du monde docker, puisqu'il avait commencé, on l'appelait le papa de la banane, hein. Il respectait les hommes, les dockers, et je crois que les dockers le lui rendaient bien. Mon père, c'est un homme qui avait une conscience professionnelle inégalable. Et c'est grâce à ses qualités qu'il a su se faire respecter par tout le monde, par ses associés, par Léon Vincent, et qui a mené la société au niveau qu'elle avait atteint. En 1930, plus de 200 dockers sont déjà inscrits à la mairie de Dieppe, mais sans aucun statut. On était embauchés avec un simple papier, pour une demi-journée. On appelait ça la vacation. Alors on vous embauchait le matin à 8h et on vous libérait à midi. Et l'après-midi, on recommençait l'embauche à 2h jusqu'à 6h ou plus tard. À cette époque-là, c'était les emballés, hein, quand on est arrivé. Les magasins, ils n'avaient pas fait les grands magasins, tout était petit. Ils travaillaient dans un cul-de-sac, c'était vraiment de l'artisanat au début. Par la suite, la banane des Antilles remplace complètement celle des Canaries. Elle arrive à Dieppe, dans les cales, sous forme de régime entier, emballée avec de la paille et du papier. En 1936, éclatent les grandes grèves du Front populaire. Ah oui, en 1936, je vous dis, on a fait plus d'un mois de grève. Les Forts des Halles à Dieppe. Ces gars-là, on les a mis, mais ils n'ont pas tenu le coup. C'était les pourtant des Forts des Halles. Ils n'ont pas tenu le coup. Ils n'ont resté qu'une journée seulement pour faire le travail. C'était remarqué, c'était très pénible aussi. Et moi, je pesais 65 kilos, puis je portais les sacs de 100 kilos. Hein. Et ça me dérangeait pas, j'étais assez fier de mon caractère alors. Puis on a eu l'armée aussi qui est venue pour décharger les bateaux. En 1936, il y avait la grève générale, et notamment en particulier au port de Dieppe. Et les gardes mobiles étaient là, autour des points stratégiques de la société Léon Vincent à Dieppe. La seule personne qui avait le droit de venir discuter avec les dockers, c'était Lucien Bedel. Sinon, avec les gardes mobiles, personne ne pouvait avoir des contacts avec la main-d'œuvre. Les dockers de Dieppe bénéficient des avancées sociales du Front populaire comme les congés payés. Sur le port, les trafics de fruits, de légumes et de graines augmentent. On y célèbre le 150e anniversaire de la Révolution française avec la présence de régiments britanniques. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Tout s'arrête. Au mois d'août 1942, des soldats canadiens tentent de débarquer à Dieppe. C'est un échec. Les bombardements et les troupes allemandes laissent la ville meurtrie. Les installations du port sont en grande partie détruites. À la fin de la guerre, elles seront reconstruites. Il faudra attendre le 12 avril 1946 pour qu'un nouveau chargement de bananes soit débarqué à Dieppe. En 1947, les dockers obtiennent un statut alliant l'intermittence de l'emploi et des garanties comme la carte professionnelle, dite carte G. Les dockers professionnels bénéficient d'une indemnité de garantie en cas de chômage liée aux irrégularités du trafic. Ce statut permet aux autorités portuaires de disposer d'une main-d'œuvre stable et professionnelle à l'heure de la reconstruction. On a eu ça en 1947 par le général de Gaulle, et chose qui a fait beaucoup de bien aux dockers.
Et avant 1947, les dockers n'existaient pas. La fonction existait, ça s'appelait des carabos. Les dockers me disaient, avant la guerre, nous étions des parias. Après la guerre, avec ce qui s'est passé à la Libération, le statut de la profession, auquel ils tenaient comme à la prunelle de leurs yeux, ils étaient devenus au contraire des nababs. Avant la guerre, c'était des gueux, après la guerre, c'était des seigneurs. Les dockers, c'est une profession très particulière. Il s'agit presque d'une aristocratie ouvrière. Hein. On est docker de père en fils. 4 générations. Mon grand-père, mon père, moi, et puis mes enfants. Et on était 4 fils à la maison. Les 4 fils étaient dockers. Mon père était docker, mon grand-père était docker et mon arrière-grand-père était carabo. Et j'ai commencé à travailler sur le port à 14 ans. C'était mes vacances scolaires. J'ai travaillé un peu sur le port. Et puis vu que ça m'a plu, j'ai resté sur le port. Dès qu'on avait l'âge pour travailler, on travaillait. Donc à mon époque, c'était 16 ans. Donc on ne travaillait pas régulièrement, mais on travaillait quand il y avait du boulot et qu'il y avait des vacances scolaires. J'étais destiné pour aller au collège, parce qu'on apprenait bien, nous les gars. Notre père, il voulait qu'on apprenne bien à l'école. Donc, en fin de compte, après les vacances, à 14 ans, collège. Puis comme il commençait à être malade, il a capitulé, je me suis retrouvé sur le port. Parce qu'apprenti, on n'avait pas le droit d'aller dans les cales aux bananes, c'était trop dangereux. Hein. De 14 à 18 ans, on faisait la tare des colis de bananes, des régimes, qui avaient de la paille et puis de papier, pardon. Et il fallait faire la tare. Donc de 18 à 19 ans, j'étais occasionnel. Donc on passait après les professionnels. Une journée de travail, normalement, on commençait à 8 heures. Il fallait arriver à l'embauche. On avait un centre d'embauche qui s'appelait le BCMO. Et tous les matins et tous les après-midi, il y avait un tableau noir et les entreprises marquaient leur demande en personnel. Donc il y avait une estrade, les chefs qui étaient désignés par les entreprises montaient sur l'estrade, et il leur a fallu 10 pour Gondran, 5 pour Vincent. Donc tout le monde tendait les cartes, ceux qui voulaient y aller. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'avait pas de patron, on avait plein de patrons. Mais ça ne suffisait pas tout le temps. Donc les dockers professionnels, occasionnels, parce qu'il y avait occasionnels aussi, hein. Une fois que tout s'est passé, après on prenait ce qu'on appelait des chômeurs, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas de statut. Donc ça se passait sur une estrade dehors. Et puis dehors, il y avait l'estrade sur laquelle on faisait un appel à la main-d'œuvre volontaire. Il y a des gens qui se précipitaient, qui quittaient leur travail pour venir se faire embaucher les jours d'appel pour avoir des revenus supplémentaires. C'était la foire aux hommes. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait des gens qui venaient le samedi, des employés de la SNCF qui ne travaillaient pas, et qui étaient très contents de pouvoir venir se faire embaucher le samedi après-midi de 14h jusqu'à 22h, et parfois peut-être un petit peu, qui n'était pas accepté par les dockers professionnels. Il fallait essayer avec des dispositions qui n'étaient pas dangereuses pour personne, mais qui donnaient satisfaction à la clientèle. On a été jusqu'à 1300 dockers. Hein. On prend la pointe la plus importante. Il faut l'admettre que c'était un métier très très dur, mais ça payait bien. Ça payait bien parce qu'on faisait beaucoup d'heures supplémentaires. Si vous voulez, en usine, ils finissaient à 5 heures de l'après-midi, que nous, on finissait à 10h, 11h, minuit le soir. Donc, tout le monde disait qu'on gagnait de l'argent. Mais on faisait des très très grosses journées. Les professionnels, eux, avaient le salaire de garantie. Hein. S'ils ne travaillaient pas, ils pointaient que nous, les occasionnels, rien. Si vous n'aviez pas de boulot pendant 3 mois, c'était rien du tout, zéro. Il fallait chercher un boulot ailleurs. Vous n'avez droit à rien. C'est ce qui m'est arrivé, donc j'avais pêché la crevette la nuit, à n'importe quelle époque. Je ne sens pas des bêtises. Hein. Et je faisais tous les petits boulots qui passaient. C'était comme ça, en plus je venais de me marier. Bon. En plus de ça, c'était très physique. Il fallait porter, mettons, moi j'étais calier. Quand je suis arrivé sur le port, il y avait les terriens qui travaillaient à bord du magasin, c'était des terriens. Et nous, des caliers. Alors, les caliers, c'était bon, on va pas faire de jaloux, mais c'était un peu plus dur. Alors, on travaillait dans des cales de bateaux plus ou moins propres.
Parce que moi, à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait des bateaux de bananes, à peine de la lumière dans les cales. Dans les cales, il y avait des rats, des serpents, des gros cafards, des nids de fourmis, tout ça. Il faut voir ce qu'on avait. Sécurité, il n'y avait pas de sécurité. On travaillait sans gants, hein. Pas de chaussures de sécurité. Sinon, un jour, on vous prenait dans la cale à bananes. Donc, vous alliez chercher des régimes à l'époque, hein, c'était des régimes, jusqu'à 80 kilos certains. À 80 kilos, c'était le gars qui était derrière nous, qui nous le mettait sur l'épaule, hein, parce qu'on s'arrangeait. Et on n'en mettait qu'un dans les norias, parce qu'ils étaient trop gros. Alors, toute la journée, alors c'était 8h midi, on avait une demi-heure de croûte entre deux. Hein. 14-18, on reprenait à 18h30 jusqu'à 22h. Alors c'était comme ça du lundi au samedi, quand il y avait du boulot, et parfois le dimanche matin, quand il y avait une fête, jusqu'à 1h, jusqu'à 13h. Voilà. C'était comme ça. On n'arrêtait jamais. C'était une profession dure au mal, courageuse, souvent revendicatrice, assez souvent en grève, mais travaillant fort quand c'était nécessaire. Et on peut dire que le succès du port de Dieppe pendant un certain nombre d'années doit à un certain nombre d'hommes, mais beaucoup aussi à la profession et aux dockers qui ont travaillé sur ce port. À cette époque, les fils de Lucien Baudel, André et Roland, entrent à leur tour chez Léon Vincent. Comme leur père, ils y rentreront par la petite porte dès le plus jeune âge. Oui, j'ai bien connu, je dirais, toute la famille Baudel. En particulier, j'ai très bien connu Roland et puis son fils Éric, qui était de ma génération et qui est un ami. Et j'ai bien connu André Baudel, qui a succédé comme président de Léon Vincent à son père. J'ai commencé à travailler chez Léon Vincent le 1er décembre 1948. J'avais 18 ans. Et il fallait que je découvre un petit peu ce que c'est la société, ce que je ne connaissais pas. Mon père avait eu des contacts avec les Norvégiens de Fred Olsen. Et très rapidement, on m'a expédié en Norvège pour que j'apprenne à beaucoup de choses qu'on n'avait pas dans le petit port de Dieppe. C'était quelqu'un qui avait appris le suédois ou le norvégien, enfin une langue scandinave dans ses études qui correspondaient donc à son activité. C'est un homme cultivé. André Baudel est un homme à la personnalité très riche. C'était un homme très méthodique, très soigneux, qui avait une passion pour son boulot. Il avait aussi une passion pour la chasse et la forêt, puisque c'était son activité de loisir principale. Mais c'est un homme qui avait la confiance dans les hommes et qui voulait que ça lui soit rendu de manière très stricte. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que cet homme-là a permis à ce groupe de se développer en donnant beaucoup de liberté et d'initiative à tous ses directeurs. C'était un homme qui pouvait brutalement vous dire les choses parce qu'il y avait un problème, mais qui immédiatement manifestait son empathie avec vous parce que humainement c'était un homme très chaleureux. Autant c'était un homme d'humour à la ville, un homme, mais dans l'entreprise c'était un homme sérieux, qui savait aussi sourire, qui savait avoir l'accueil chaleureux, mais l'accueil réaliste, sévère dans le sens où une entreprise ce n'est pas un jouet, c'est quelque chose qui doit fonctionner avec rigueur. C'était un homme profondément attaché à la ville de Dieppe d'ailleurs. S'il y avait établi son quartier général, c'était un choix familial et un choix donc comme quoi on peut être chef d'entreprise et avoir aussi un comportement affectif par rapport à son activité. Puis il faut avouer quand même qu'André qu'il était très fort. On avait l'impression qu'il était comme un fils de docker, il était vraiment dans le bain.
C'est un métier qui lui convenait bien. Il était dans le vin, il connaissait bien son affaire, le André. Hein. Puis il savait beaucoup négocier avec les dockers. Hein. Peut-être même un peu mieux que son père. Il y avait des gueulards, hein. Et puis il y en a d'autres qui étaient aussi dangereux parce qu'ils disaient rien, mais ils faisaient le bordel par derrière. Mais on savait ça. Les confrontations entre les dockers et les patrons du port, y compris André Bodel, étaient parfois musclées, dans un langage direct, avec des enjeux importants, mais le respect était mutuel. Le port fruitier de Dieppe a eu la chance d'avoir un grand patron qui était André Bodel, mais aussi d'avoir un grand syndicaliste qui était M. Godin, André je crois, mais c'était deux hommes de grande qualité qui travaillaient dans une entreprise et qui savaient qu'ils étaient complémentaires. Chacun à sa place et chacun assumant son travail, chacun dialoguant sans doute sans éclat, sans s'étaler dans les journaux, sans s'étaler sur les quais, mais qui savaient dialoguer et qui avaient un respect mutuel et un souci de l'entreprise. Il était soupolé quand même, hein. Ça, il rigolait pas quand même, hein. Il montait vite fait. Hein. Mais bon, on était en face, c'était pas non plus des jeunes filles, quoi. Donc voilà, mais il y avait des accords, ça s'arrangeait toujours, quoi. Je veux dire, c'était les mêmes de chaque côté, quoi. Les dockers ont toujours été des gens courageux, car ils étaient comme hiver, ils venaient à l'embauche de bonne heure, qu'il pleuve, qu'il gèle, tout ça. Et puis, le besoin majeur, c'était de faire le travail. Et je pense que ça n'a jamais été à l'origine de difficultés. C'est un patron, un représentant ouvrier, il y avait des compromis. Donc, malgré ce qu'on disait, il y avait beaucoup de compromis. Et c'était l'intérêt de chacun. Hein. Et la façon dont ils étaient rétribués, qui leur donnait pleinement satisfaction, sans que ça puisse être critiqué et contraire aux intérêts de la société. Mais une activité donc qui était bien rémunérée, un métier difficile, un métier dangereux évidemment parce que les tâches étaient physiques, mais un métier qui faisait vivre une grande partie de la ville. Devenu directeur de Léon Vincent, André Bodel entreprend d'agrandir et de moderniser les installations du port. André Bodel a été l'âme de cette entreprise Léon Vincent, qui a été un successeur exemplaire de son père, qui a été un animateur du port de Bananier de Dieppe, un animateur et qui l'a fait progresser aussi, qui a été à l'origine, qui a accompagné toutes les nouveautés. Tout le programme de construction des entrepôts frigorifiques et l'aménagement des abords pour pouvoir travailler en matière de transport, mais aussi en matière de transport des palettes, ça a été fait en collaboration entre l'entreprise Léon Vincent et la Chambre de commerce et d'industrie de Dieppe. Ces conventions faisaient que Léon Vincent était partie prenante au financement de ces opérations. Et je pense que ce qui a été le sommet de cette collaboration, ça a été l'élargissement de l'écluse, qui était un vieux projet que la Chambre de commerce n'arrivait pas à réaliser. Léon Vincent a financé 50% de la part de la Chambre de commerce et d'industrie dans le financement de l'écluse. Sans Léon Vincent, l'écluse n'aurait jamais été élargie. Ça, c'est les travaux qui ont été exécutés pour réunir le hangar du Levant au hangar des Antilles. Et ça a triplé la superficie exploitable à l'étage du centre fruitier. Le matin, à 5 h du matin, on venait, le bateau était là, il venait pour ouvrir les panneaux, faire les trouées, de façon à ce que la noria, quand elle arrivait au-dessus, elle avait la place tout de suite, et ça commençait à décharger dès 8 h. Hein. Et alors, ça a déchargé avec les norias dans le hangar. C'était le système. Hein. À ce moment-là, il y avait des tapis, il y avait les dockers de chaque côté, et qui triaient au fur et à mesure pour aller stocker dans les hangars. Plus ça a été, plus il nous a fallu de surface,
Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on a dit, il faut aller sur le hangar des Antilles, il faut construire la passerelle au-dessus, jusqu'au bout, et puis après faire les descentes pour charger tous les camions. Alors bon, pour mettre tout ça au point, ça n'a pas été facile, hein. Parce qu'il fallait que ça soit synchronisé avec les norias, il fallait que les gars puissent prendre les cartons, et puis ce qu'il nous fallait surtout, parce que moi quand on m'a mis à la direction de là-dedans, les rendements n'étaient pas assez conséquents. Les norias, ils faisaient 2000, les gars faisaient 2000 cartons or, à peu près 2000 colis or, et puis après il y a eu les cartons 2000, 2100. On est arrivé après à 3400, 3700 cartons or. Alors il fallait que ça soit bien synchronisé. Les tapis tournaient à 1 mètre seconde, ce qui laissait à peu près 10 cm entre les cartons pour les absorber puis les mettre sur le machin. Donc les bandes transporteuses alimentaient directement les camions, les wagons, et ça rentrait directement dans les camions, c'était dispatché à droite à gauche. Et là, on déchargeait un bateau de pointe avec ses 4000 tonnes. Quoique ça marchait bien, on commençait le matin, puis on le finissait le soir à minuit. Il faut savoir qu'il y a eu une évolution des installations au port de Dieppe pour travailler vite en diminuant la fatigue au docker. Donc évidemment qu'au fur et à mesure, les techniques ont changé. Ce qui fait que quand moi j'ai commencé, il y avait jusqu'à 1000 personnes qui travaillaient. Et on a fini avec une 60-70, et les tonnages étaient quasiment les mêmes. La force d'un docker, c'est effectivement son adaptabilité. Le fait qu'il est capable d'adapter sa force de travail à l'importance des trafics, à la diversité des trafics. Alors on est passé du croc de docker et du vrac désormais à des manutentions plus lourdes, plus techniques. Et vous savez, moi j'ai déjà observé un docker sur un Clark capable d'une manière minutieuse, intelligente, méthodique, de prendre des marchandises, de les ranger, de faire ça avec vitesse, parce que le temps en matière de trafic portuaire, c'est de l'argent. Et cette intelligence-là, ce savoir-faire-là, il est humain. Il ne rentre pas dans les calculettes ou dans les machines à broyer les hommes et les femmes, mais il est précieux et c'est ça la force du port de Dieppe. La réputation du port de Dieppe dans le milieu professionnel, non seulement en France mais à l'étranger, puisque un jour les gens d'Anvers sont venus voir comment ils faisaient à Dieppe pour travailler aussi vite et avec la réputation qui était celle de Léon Vincent au port de Dieppe. En termes de quantité importée, le port de Dieppe a été pendant de très nombreuses années le premier port bananier français. Pour vous donner un ordre de grandeur, les recettes du port fruitier étaient pratiquement équivalentes aux recettes du transmanche. Donc le port avait 2 pieds, le transmanche et le fruitier, le reste étant venant améliorer, disons, les opérations. Cette période glorieuse et le va-et-vient des bananiers blancs dans le port suscitent des vocations. Eh bien, je suis né à Dieppe, fils d'enseignants et d'une famille de terriens. Rien ne me prédisposait à choisir une carrière maritime. Et pourtant, j'ai été, dès ma jeunesse, attiré par la mer. Le collège Jean Gault, où j'ai suivi mes premières études, était à l'époque sur la plage de Dieppe, dans l'ancien pavillon du Berry. Et j'étais évidemment fasciné d'abord par la mer, par le ballet des bananiers qui venaient, qui fréquentaient le port de Dieppe juste après la guerre et qui ont commencé à participer à l'essor économique de ce port. Claude Frébourg entre à l'École nationale de la marine marchande. Son premier embarquement se fait sur un bananier au départ de Dieppe. Bientôt lieutenant, il sillonne les mers du globe sur des cargos. Plus tard, il est second capitaine sur le paquebot Antilles, puis capitaine d'armement à Fort-de-France et enfin commandant sur des porte-containers.
En fin de carrière, parce que j'estimais être ma fin de carrière maritime, on m'a affecté et j'ai été désigné pour prendre et suivre la construction du premier porte-container réfrigéré, le Fort Royal, qui a été construit donc à Dunkerque et qui était le premier d'une série de 4. Mais ces 4 navires étaient appelés à remplacer toute la flotte de badaniers qui fréquentaient Dieppe et Rouen. Et si j'étais heureux de cette promotion, si j'étais heureux de prendre le commandement d'un porte-container prestigieux en termes d'évolution technique, sur le plan de la technologie, c'était une véritable révolution. Dans le transport de la banane, j'avais quand même le cœur un peu serré de savoir que ces navires allaient contribuer à la mort de mon port natal, ou de ma ville natale, qui était Dieppe. Le déclin des activités portuaires commence lorsque la technologie de transport maritime est modifiée. Les Antilles passent du navire conventionnel où on charge les bananes dans des cales, vont transporter les bananes désormais dans des containers réfrigérés. Le trafic se met en place progressivement à partir de 1980. Et dès lors que la totalité des bananes antillaises sont containerisées, toutes ces bananes débarquent au Havre et Dieppe perd le trafic des Antilles françaises, qui est remplacé en partie seulement par des bananes d'origine camerounaise et ivoirienne. Monsieur Bodel, c'est là qu'il a vraiment mouillé sa chemise et il nous a retrouvés, ça pas venu tout seul, mais il nous a retrouvé d'autres provenances, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire au départ. Et donc jusqu'à la fin, on a eu des bananes. Les bananes d'Afrique sont complétées par les agrumes du Maroc. Le trafic demeure intense et les 2 remorqueurs du port sont très sollicités. Ici, on suit les marées puisque c'est un port à marée. Donc la période pendant laquelle on était susceptible de travailler, c'était 2 heures avant la pleine mer et 1 heure après la pleine mer. Pendant 3 heures, on était susceptible de rentrer les bateaux, les sortir, etc. Mais pas au-delà parce qu'après, lorsque la mer commence à redescendre, les portes se ferment. Donc le bateau est complètement, le bassin est complètement fermé par rapport à l'extérieur. Mais l'activité du port est stoppée par de nombreuses grèves. On a eu des conflits, pas mal, mais je vois qu'on appuie surtout sur ce truc-là, c'est qu'on n'a pas eu des conflits que pour nous, que pour le port. On a eu des conflits pour tout le monde. On a aidé les chemins de fer, le prêt unique, les ateliers chantiers de la Manche, Chalmer. On a aidé tout le monde. Parce que le 3/4 du syndicat, c'était CGT. Hein. Il n'y avait presque pas d'autres syndicats. Alors il n'y avait qu'un mot à dire et tout se déclenchait. Pas toujours à bien. Je l'ai dit. Alors, je l'aurais dit souvent. Et puis, enfin, on avait souvent gain de cause. Souvent. Mais pas toujours pour nous. Le syndicat des dockers répondait à des mots d'ordre nationaux, il y en avait un tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Mais c'était un peu pénible, parce que bien souvent, on arrêtait les ports pour pas grand-chose, et ça a toujours fait le bonheur des ports voisins, et ça a permis aux ports belges en particulier de se développer, même s'ils avaient aussi l'Interland pour se développer, ça leur a permis aussi de tailler des croupières aux ports français. Nous, on a tellement été attaqués que à chaque fois, on faisait pour faire des démentis. Et c'est Monsieur Bodel qui a envoyé un article, un démenti au journal pour dire c'est pas vrai, les dockers à Dieppe ne faisaient pas plus de grève que les autres. En 1992, le statut des dockers est modifié. Une loi les force à intégrer les entreprises de manutention comme des salariés classiques, liés par un contrat de travail à durée indéterminée et mensualisé. Je dois dire que j'ai participé justement avec André Bodel et l'état-major de Léon Vincent aux négociations sur la nouvelle loi de 92, et je dois dire que le port de Dieppe a été, on ne l'a pas souvent dit, le premier port à signer un accord. Et là, les dockers ont fait preuve de responsabilité et je crois qu'ils ont assuré l'avenir de Dieppe pour les 10 années suivantes. Ça n'a pas été beaucoup plus loin, hélas,
mais ils ont assuré l'avenir du port de Dieppe pour les 10 années suivantes. Que le Maroc tout seul, ça suffisait pas, les bananes tout seul, ça suffisait pas. C'est ce qui faisait la différence. Hein. C'était un gros trafic quand même. Voilà, et bon, voilà, et petit à petit les effectifs ont descendu. Et à un moment, on revient à M. Bodel a vendu. Le port de Dieppe lui-même a une activité fruitière qui a donc commencé en 1913, qui s'est terminée en 2005. Ça représente quand même un certain nombre d'années. Léon Vincent, qui était déjà présent en 1913, mais mon grand-père n'était pas là à l'époque. Léon Vincent a accompagné cette histoire fruitière du port de Dieppe aussi de 1913 jusqu'à 2005. Et à 2005, bon, comme toute la vie de différentes entreprises, elle s'est arrêtée à Dieppe, mais elle s'est poursuivie ailleurs, dans d'autres villes et dans d'autres activités. En 2004, l'entreprise Léon Vincent est achetée par le groupe belge Sea Invest. Donc pendant un an, ils vont garder les mêmes structures qu'avant. Puis au bout d'un an, ils sont installés autre part. Et ils ont viré tout le monde. Enfin, ils ont licencié tout le monde, mais pas que les dockers, hein, aussi la boîte de comment ça s'appelle, le transport, tout ce qui était inhérent. Là, il y avait les déclarants en douane, les machins, tout ça. Tout a été... voilà. Un drame moral et aussi un drame pour les gens qui en vivaient. Parce que même si à la fin, il y avait moins de dockers, qu'il y en avait 200 ou 300, mais il y avait 7-8 transitaires. Il y avait une trentaine de sociétés de transport. Et tout ça, ça créait évidemment d'énormes emplois, ça faisait vivre la ville, ça faisait l'activité du port, et tout ça, ça a disparu. Perte de travail, et là, alors, ce qui était jusque-là un facteur de prospérité est devenu un facteur de tragédie, de conflit dur. Et la ville a soutenu systématiquement, de notre époque en tout cas, la revendication principale des dockers qui était qu'ils soient dédommagés de la perte de leur travail, que les compensations soient pérennes, puisqu'il y avait peu de perspectives de relance par d'autres activités. Alors là, nous sommes entrés dans une période dans une spirale de conflits permanents ou récurrents qui était limite violent. Donc on a fait des grèves pour le maintien de notre emploi, pour le maintien de notre beefsteak. Hein. Alors bon, il y a des gens qui disaient « Oh, les dockers sont en grève, attention hein. ». Et il a plu sur nous, mais ça a dégueulé sur les autres. Hein. Que là, Verdun, il n'y aura plus de chômeurs parce que ça sera fini aussi. Qui dit plus de dockers, dit plus de Verdun non plus. Hein. Et quand on a négocié les départs sur la fin, c'était fini. Et la personne qui représentait l'entreprise m'a dit, moi et mes collègues, qu'on était des variables d'ajustement. Moi, j'ai toujours été un père de famille, j'ai toujours été un ouvrier. J'ai toujours été fier du travail que j'ai fait. J'ai jamais été tant insulté de ma vie. Et je me suis pas, il y a quand même une dizaine d'années maintenant, je me suis jamais remis. Il y avait un problème d'investissement. Quand vous avez un client à l'époque qui disait, bah voilà, moi je viens, je fais tant de bateaux par semaine ou par mois, mais il me faut un hangar de tant de mètres carrés, de tant de... avec bien spécifique et puis tout. Il me faut tant de personnes, tant de... Oui, mais il y avait des investissements. Toutes les subventions allaient au port autonome. Parce que nous, notre grand défaut, c'est que c'était un port deuxième catégorie. Donc on n'avait pas d'aide du gouvernement. Comme là, comme ils ont fait avancer les travaux pour la passe, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Parce que si ça avait été un port autonome, peut-être qu'on aurait eu un port extérieur là-bas. Le déclin du port de Dieppe, c'est sa situation, c'est le manque d'investissement, c'est le manque de prise en considération des capacités de ce port. Dieppe restera toujours
sur la route la plus courte entre Paris et Londres. Mais une route, c'est un espace de transit. Et cet espace de transit doit offrir à ceux qui l'empruntent, donc les camionneurs, les transporteurs, le plus de sécurité et de rapidité possible. Ce que l'absence d'autoroute jusqu'à Dieppe a été sans doute la clé du déclin. En 2009, les anciennes installations Léon Vincent sont démolies. C'est une fin de vie. Ça donne un petit coup au cœur quand même. Hein. Puis si c'était à refaire, bah, je crois que je recommencerai demain, voyez-vous. Ouais. La vie de quai, c'était quand même quelque chose. C'était des hommes qui étaient très très durs à manier. Il y avait une camaraderie là-dedans qu'on ne verra jamais nulle part. C'est pas possible. Il n'y a que là-dedans que ça pouvait exister. C'était une grande famille. Aussitôt qu'il arrivait un pépin chez un copain, aussitôt l'affaire était réglée, on faisait une quête, on faisait un tas de trucs. Et moi j'ai perdu 2 petits-enfants très jeunes. Ben, j'ai pas payé 20 sous. Pas 20 sous. Ni fleurs, ni... tout a été payé. Un copain qui était malade, en maladie, on touchait presque rien, nous. Alors, tous les dockers de l'équipe, on faisait une quête, une fois par mois, on faisait la quête, on la portait à la femme, quand le gars était malade, ou même un décès, on faisait ça. Là-dessus, il y avait une ambiance, c'était chaleureux, c'était... Le métier de docker, c'est quand même des métiers durs. Donc, dès que vous êtes fatigué, vous êtes... les rapports, c'était quand même des rapports d'hommes, quoi, quand même. Hein, mais le jour où il y avait quelqu'un qui était pas bien pris, en général, bon, ça s'arrangeait. Les autres, ils faisaient leur boulot, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait une sorte de camaraderie. Et les gens, ils étaient contents d'aller travailler, quoi, parce que ça, bon, c'était dur, mais ça rigolait bien aussi, quoi. Si c'était à refaire, je le referais, tout de suite. Tellement j'étais content de la camaraderie. Ah oui, de l'aide entre nous. Et en même temps, d'avoir un patron comme j'ai eu. Ah oui. Moi, je souhaite à tout le monde... Il y a des bons ouvriers, mais il faut des bons patrons aussi. Il faut les deux. Marcel Abraham est décédé quelques mois après André Baudel. Tous deux furent nommés citoyens d'honneur de la ville de Dieppe. Une rue Marcel Abraham est inaugurée en 2017. Quand on est maire de cette ville, on noue forcément des relations intimes avec la population, tripales avec la population. Et quand j'évoque avec vous le port de commerce, j'ai en mémoire les personnalités qui ont maillé l'histoire de sport. Je pense à l'emblématique Marcel Abraham, la lignée des Abraham. Marcel, sur le port, aux élections, il faisait plus de voix que le secrétaire général du syndicat, parce qu'il était d'un charisme, d'une humanité qui forçait le respect. J'ai en tête d'autres personnalités, des carabos, comme Maurice Amar, rude, raide, y compris un peu politiquement violent, mais en même temps d'une générosité. Quand ces hommes-là vous donnent leur amitié, elle est indéfectible. Et puis j'ai aussi en tête le combat que nous avons mené avec Jean-François Aran, qui était secrétaire du syndicat des dockers, quand Sinvest a décidé de déménager le port, d'abandonner le port. Et j'ai mesuré à quel point des gars comme ça avaient de l'intelligence. Ce sont des autodidactes extraordinaires, des métiers rudes, mais la tête est aussi intelligente que les bras. Et donc les anecdotes de relations humaines, de combats communs, mais d'attachement viscéral à l'identité de la ville, c'est ça qui fait l'histoire de la ville. On a un slogan ici qui dit ce sont nos vies qui font la ville, ce sont les dockers qui ont fait le port. La déconstruction se poursuit pour laisser la place à des infrastructures adaptées au nouveau trafic. Je vais rentrer ici.
Les travaux de démolition des hangars du Levant et des Antilles vont libérer des espaces et apporter une superficie de terre-plein supplémentaire de 2 hectares. Les grues vont pouvoir accéder au quai et répondre à de nouveaux opérateurs, qui sont demandeurs de place et permettre ainsi de capter de nouveaux marchés. Il fallait envisager pour le port de Dieppe, non pas qu'il devienne, comme certains le souhaitaient, un port de plaisance avec une vocation touristique globale pour la ville, mais il fallait lui garder sa fonction première d'un port qui donne du travail, qui est dans la réalité économique et donc qui définisse d'autres objectifs. Il y a eu des comités et il y a eu un livre blanc qui a été réalisé par nos soins avec le concours des marins eux-mêmes. Alors là, on a associé à la fois des pêcheurs, des marins du Trans-Manche et des marins de commerce. On a associé le monde maritime. Il y a une phrase que j'aime rappeler, celle d'un chanteur de rap, MC Solar, qui dit « Je suis passé pour être présent dans ton futur ». Et c'est une phrase qui colle bien à Dieppe. Le passé du port, c'est les découvreurs, Verrazzano qui va en Nouvelle-France, tous ces navigateurs qui, avec leurs tripes et leurs boyaux, vont voir un ailleurs pour, par la mer, découvrir qu'il est possible de franchir des frontières. Le présent, c'est hier, le savoir-faire des dockers, le port fruitier qui a fait la sève de l'économie de la ville. Et nombreux sont les Dieppois qui sont nostalgiques de cette période où des centaines de dockers fréquentaient les commerces, fréquentaient les bistrots, faisaient vivre la ville de leur savoir-faire. Et malheureusement, la logique d'actionnaire, celle de Sinvest, a débarrassé le port de cette activité humaine. Et ça a été une fracture pour Dieppe. Ça a été violent pour Dieppe et d'abord pour ces hommes qui font l'histoire de la ville. Mais moi, très rapidement, j'ai considéré qu'il y a un avenir pour le port. Nous avons, avec les dockers, avec les logisticiens, avec les transporteurs, avec tous ceux qui font la communauté maritime, unis comme à bord, rédigé un livre blanc pour dire il y a un avenir pour ce port. La façade maritime de la France est sous-exploitée. Nous pensons qu'il y a une place pour un complexe portuaire normand dans lequel Dieppe peut jouer son rôle, avec des niches, avec des trafics à dimension humaine, avec chevillé au corps l'idée qu'un port, ça n'a de sens que si ça s'appuie sur les savoir-faire humains. Et il reste encore aujourd'hui des savoir-faire chez les portiqueurs, chez les outilleurs, chez les dockers, dont on a laminé le statut, mais qui savent encore travailler. J'ai commencé chez Léon Vincent à 16 ans, donc j'étais en cale à banane, au vrac, donc c'était carton par carton, des cartons de 20 kg. Et je suis rentré en 93, donc après il n'y avait plus de manutention à la main, on va dire. Tout était palettisé. Donc soit j'étais en cale, ou soit j'étais à terre comme cariste. En 2006, j'ai été licencié, donc il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc j'ai fait les marchés en tant que rôtisseur, j'ai fait ça 10 ans, mais l'envie était trop forte. J'avais vraiment envie de revenir sur le port, donc c'est pour ça que je suis revenu en 2015. J'ai été voir mon chef d'équipe, mon ancien chef d'équipe, qui lui m'a repris, et j'ai commencé en intérim, 2 ans, et après j'ai été embauché. Au rythme des marées, et par la volonté de tous, des hommes de qualité ont transformé et apporté un nouvel essor économique à la ville de Dieppe. Ils n'étaient que quelques-uns au début du siècle dernier, et bientôt, soutenus par toute la ville, les Dieppois ont su forger une image qui va rester gravée dans le temps.